J'ai rêvé d'un autre monde où je pourrais fouler du pied les terres et les mers, un endroit où te trouver. J'ai rêvé d'un autre monde où vivre pour l'éternité, pour que tu m'en sers, moi et mon cœur embrasé. Mais je n'ai fait que me perdre dans les abysses de cet autre monde. Je n'ai fait que me perdre, il n'y a plus rien à faire, c'est ainsi qu'est l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Comme déjà indiqué dans l'onglet communauté cette semaine, cette vidéo et celles qui suivront seront plus allégées d'un point de vue visuel. C'est un choix nécessaire pour pouvoir continuer de vous offrir des vidéos en optant pour un montage moins long. Jusque-là, je vous ai toujours habitué à des montages contenant des visuels en grand nombre pour accompagner au mieux le récit. Mais c'est un travail de longue haleine qui m'est devenu de plus en plus pénible, m'obligeant à de longues séances assises devant mon PC. Ce que je ne peux plus faire, m'obligeant à opérer sur plusieurs semaines et donc limitant le nombre de vidéos à publier sur la chaîne. J'avais le choix à continuer ce mode, réduisant donc drastiquement les vidéos chaque mois, ou bien changer de fonctionnement en réduisant ce qui me prend le plus de temps au montage, les visuels. C'est un crève-cœur pour moi, mais j'y suis obligé si je veux que la chaîne continue de vivre. Le risque étant qu'à vouloir continuer les mêmes montages qu'auparavant, je ne parvienne plus à en faire du tout, du fait de la fatigue générée. Donc voilà, c'est une page qui se tourne pour la chaîne, et j'espère que cela n'entamera pas le plaisir de ceux et celles qui aimaient ces montages complexes et élaborés. Rassurez-vous, ça n'inclut que la partie visuelle. La partie sonore, quand elle le permet, sera du même niveau qu'avant, car prenant moins de temps. Mais pour l'heure, je vous laisse découvrir cette nouvelle histoire qui va vous faire découvrir le calvaire d'un jeune homme irlandais qui, du fait de son grand cœur envers tout type d'animal, insectes compris, s'est retrouvé doté d'une protection dont il se serait bien passé. Des papillons au comportement très protecteur, trop sans doute, et adoptant des mœurs sanglants et mortels pour leurs jeunes protégés. Une amitié hors norme qui se déroule en plein cœur des territoires de l'autre monde. Les papillons du trépas. Vous connaissez l'adage « on a souvent besoin de plus petit que soi » Eh bien mon histoire en est le parfait symbole. Et si, au départ, le surnom dont les habitants m'ont affubé sonnait de manière sympathique, il est vite devenu annonciateur de mort et de malheur que même l'emblème de mon Irlande natale, le trèfle à 4 feuilles, ne peut conjurer. Aujourd'hui, il suffit que je me balade sur un trottoir pour que l'on me fuit comme la peste et traverse la rue avant de me croiser. Plusieurs magasins refusent de me laisser entrer, par peur de ce que je représente, pour en faire fuir les clients. Et pas uniquement ça. Ils craignent aussi qu'un mauvais geste d'une personne déambulant dans les rayons, y compris un enfant, ne provoque un drame conduisant à la mort du fautif ou de la fautive. Je suis obligé de tout commander à distance pour ne faire de tort à personne. Quand les livreurs viennent pour m'apporter le matériel ou la nourriture achetée en ligne, ils laissent les colis devant ma porte avant de repartir plus vite qu'ils ne sont venus, car connaissant ma réputation. Mes amis m'ont abandonné l'un après l'autre. Et si nombre de mes clients continuent de se fournir chez moi, c'est uniquement par crainte de me vexer, de me mettre en colère, et que cela ait pour conséquence de recevoir la visite d'un être venu des enfers ou d'ailleurs, ayant pénétré dans notre monde par l'intermédiaire de ce qui est la cause directe de la peur extrême que mes déplacements provoquent. Pourtant, en apparence en tout cas, la raison de tout ceci, cette crainte à mon encontre ayant fait de moi un symbole de mort, elle vient d'un petit insecte qui a la réputation d'être inoffensif et parmi les plus connus dans le monde, appartenant à une espèce réputée pour ses migrations qui faisait auparavant, chaque année, l'admiration de milliers d'observateurs lors de leur périple. Aujourd'hui, même hors de mon pays, dès lors que mon histoire et mon rapport avec ce petit animal ont fini par être célèbres du fait du bouche à oreille et des médias, chaque migration est l'objet d'angoisse pour nombre de personnes de façon injustifiée. Pour la bonne et simple raison que seuls les représentants de l'espèce m'accompagnant en permanence sont dotés des particularités à l'origine de la terreur envers l'ensemble des différentes branches de cet insecte nécessaires pour la survie des plantes. Ce qui est assez paradoxal quand on y pense. C'est grâce aux actions de cet insecte que les champs de fleurs ont cet éclat, que les plantes nous faisant vivre chaque jour pour divers domaines, et pas seulement le secteur alimentaire, parviennent à se multiplier, assurant notre existence. Mais je vous vois interrogatif. Vous vous demandez quel peut bien être cet insecte primordial à la nature dont je vous parle depuis le début, n'est-ce pas? Je vous ai assez fait patienter pour vous expliquer pourquoi je me suis senti obligé de raconter comment tout a débuté. Et préciser que je suis aussi victime que tous ceux ayant subi les assauts de mes protecteurs. Cet insecte dont il est question, et faisant la joie des enfants par leur couleur, leur forme, leur vol, ce n'est pas l'abeille, comme beaucoup parmi vous ont dû le supposer, alors que j'ai parlé de survie des plantes grâce à leur action quotidienne. Une erreur compréhensible, car quand on parle de pollinisation, c'est le premier nom qui vient à l'esprit.
Pourtant, les abeilles sont loin d'être les seuls insectes capables de permettre la reproduction à grande échelle de diverses plantes à fleurs. Il y a aussi les papillons. Oui, cet insecte à qui je fais référence depuis que j'ai débuté mon récit, c'est bien le papillon. Au même titre que les abeilles, ce petit animal permet à l'être humain de bénéficier des bienfaits de la nature, car lui aussi, en se nourrissant du nectar des fleurs et transportant involontairement le pollen de ces dernières sur son corps poilu, favorise la pollinisation indispensable à la pérennité des diverses plantes du monde entier. En ce qui concerne l'espèce à laquelle je suis rattaché, il s'agit plus précisément du papillon monarque. Le champion toute catégorie des migrations, parcourant chaque année près de 4000 km de distance pour se rendre dans le sud, allant de la Californie jusqu'au Mexique. Un périple durant lequel ils se reproduisent, ce qui fait que ce sont leurs descendants qui retournent au printemps suivant dans le nord. Ce sont ces mêmes papillons monarques qui sont menacés d'extinction dans leur région phare, la Californie. Ils sont passés de 4,5 millions d'individus dans les années 80 à seulement 29 000 en 2020. Ce qui inquiète nombre d'entomologistes du monde entier, d'autant que nombre d'autres espèces de papillons sont également menacées de disparaître de la surface du globe. Doit-on voir dans cette fin à venir de l'espèce un rapport avec ce qui m'est arrivé? C'est un pas que je n'ose franchir. Pourtant, je me pose la question chaque jour depuis que je vois les ravages causés par la colonie qui s'est mis en tête de me servir de gardien rapproché. Oui, je sais. Vous vous dites, mais comment de simples papillons, qui plus est d'une espèce en voie de disparition et en plus dans un pays à l'opposé de leur habitat naturel, a pu devenir l'objet d'une telle peur en étant associé à moi? Tout simplement parce que ces papillons monarques-là, cette colonie particulière, je pense qu'ils n'ont rien à voir avec leur homologue californien. Je suis désormais persuadé qu'ils n'appartiennent pas à notre monde d'ailleurs. S'ils ont l'apparence du papillon monarque en tout point, je doute fortement qu'ils viennent des USA, car l'Irlande ne fait pas partie de leur zone de migration. Et même en supposant que l'espèce ait été introduite dans le pays, par quelque manière que ce soit, le climat d'ici est très différent de la Californie. Aucun papillon monarque n'aurait pu survivre en Irlande sur une longue durée. En tout cas, aucun représentant normal de cette espèce. Vous connaissez la symbolique du papillon servant de passeur entre les mondes. Ce n'est pas qu'une simple histoire, et je suis bien placé pour savoir que les papillons servent effectivement de transition pour permettre à des créatures d'autres dimensions de pénétrer dans le nôtre. C'est ce que ceux de la colonie m'étant rattachés ont fait, à plusieurs reprises, causant drame en série dans ma ville, et m'ayant fait ma réputation d'homme par qui le malheur arrive. Un terme qui a succédé à celui plus gentillet et poétique d'homme au papillon. Et tout ça est arrivé à cause d'un geste anodin de ma part, en tant que simple défenseur d'un insecte en danger, de mon point de vue en tout cas. Si, aujourd'hui, le monde craint désormais les papillons, par effet boule de neige, du fait des actions provoquées par mes protecteurs particuliers, c'est parce que j'ai sauvé des griffes d'une araignée, l'un des représentants de cette colonie très à part, comme j'allais m'en rendre compte par la suite. En libérant ce papillon de la toile où il était pris, j'étais l'épicentre d'une future série de morts horribles, provoquant la fin de vie de personnes ayant fait l'erreur d'être mauvaises avec moi et déclenchant une vague de terreur sans précédent dans ma petite ville, causant une paranoïa dévastatrice dans le monde envers toutes les diverses espèces de papillons, et pouvant, à plus ou moins long terme, être le point de départ de l'annihilation d'une catégorie animale primordiale pour l'homme. Car ce dernier est ainsi fait, par peur de l'inconnu, du danger, et il élimine sans vergogne ce qui peut représenter une menace, sans prendre la peine d'analyser en profondeur comment y remédier sans utiliser la violence. Je crains, au train où vont les choses, que d'ici quelques années, la population de papillons dans le monde, toute espèce confondue, se réduise à peau de chagrin, malgré les protestations des entomologistes tentant de tuer dans l'œuf la folie à venir. Si les papillons venaient à disparaître, ce sont des centaines d'écosystèmes qui seraient touchés par les conséquences en résultant. Nombre de régions verraient leur flore dépérir, année après année, car c'est l'action de toutes les espèces pollinisatrices qui permet aux plants de se renouveler et assurer une profusion de produits nécessaires à l'homme. Si une catégorie d'insectes pollinisateurs n'était plus là, le travail des autres espèces subirait un déséquilibre, amenant à une baisse de production naturelle et pouvant déclencher, dans un proche avenir, la mort lente et inexorable de notre propre espèce, car n'ayant plus de ressources naturelles alimentaires pour assurer notre survie. Scénario catastrophe peu probable, me direz-vous ? Je vous répondrai qu'en ce cas, vous sous-estimez l'importance d'une espèce aussi importante pour l'homme que le papillon. Je ne serai sans doute plus là pour le voir. Mais tel que c'est parti, au vu de la paranoïa grandissante à cause de mes protecteurs, c'est une éventualité à ne pas négliger. Et je n'ose imaginer la réaction de la colonie s'étant auto-adjugé la fonction de garde du corps de ma personne si je venais à mourir, de manière tout à fait naturelle.
Les papillons pourraient croire que j'ai fini de vivre à cause des habitants de ma ville, ayant sournoisement provoqué ma mort sans qu'ils s'en aperçoivent. Vous imaginez bien ce que cette constatation, le fait de croire cela, peut déclencher comme dégâts et comme mort à venir, encore plus terrible que tout ce qu'ils ont commis jusqu'à présent. Mais pour mieux comprendre comment cette catastrophe peut devenir une réalité dans les années futures, je me dois d'expliquer la genèse de tout ceci. Comment cette vague de peur et de mort a débuté par ma faute involontaire, juste pour avoir suivi mon instinct en libérant un petit papillon d'une toile d'araignée. Il est donc temps de vous révéler le point de départ de toute cette folie qui me dépasse encore maintenant par l'ampleur qu'elle a prise, sans que je puisse la stopper. C'était cet été. Je venais d'emménager dans la région de l'Ulster, près de Monaghan. Un petit cottage que j'avais hérité de mon oncle, étant son seul héritier par le testament qu'il avait rédigé et me léguant l'intégralité de ses biens. Ce qui a causé pas mal de remous au sein de mes proches, ayant du mal à accepter cette décision de la part de la personne la plus riche de notre famille. L'oncle Connor était considéré comme un excentrique, doublé d'un lunatique notoire et d'un radin invétéré. Tout pour plaire à un grand nombre. Il refusait qu'on vienne le voir, disant que de toute façon, seul son argent intéressait ceux se prétendant de sa famille et qui n'étaient que des requins en puissance. Une colère envers les membres de ma famille qui se justifiait par une vieille histoire datant de plusieurs années alors qu'il n'avait que 20 ans et causée par son amourette avec une jeune paysanne. Ce qui avait déplu à ses parents s'étant arrangé pour éloigner la jeune fille de leur fils. L'oncle Connor n'a pas accepté cette décision, approuvée par l'ensemble de la famille, très terre-à-terre sur les conventions, arguant qu'une fille simple n'avait pas sa place chez eux et que cela ternirait le prestige de leur nom. En a résulté une véritable guerre ouverte entre lui et le reste de sa famille qu'il a renié. Quand il a fait fortune dans le textile, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses cousins ont tenté de profiter de ses largesses. Mais il n'avait pas oublié leur mesquinerie et leur a clairement fait comprendre qu'il ne voulait plus jamais avoir affaire à eux, quelle qu'en soit la raison. Quand ses parents sont décédés l'un après l'autre, il ne s'est pas rendu à leur enterrement, rajoutant à la brouille familiale. Curieusement, j'avais de très bons rapports avec lui. En fait, c'est arrivé par hasard. J'ignorais qui il était, n'ayant jamais vu une photo de lui, et mon père, le frère de Connor donc, évitait d'en parler lors de nos conversations familiales. À cette époque, l'oncle Connor avait cessé de s'occuper personnellement de ses entreprises florissantes en Irlande et même dans d'autres pays, laissant gérer des personnes de confiance à sa place, ce qui lui permettait de profiter d'une retraite bien méritée au sein de la petite ville de Dirkram. Ne voulant pas rester inactif malgré tout, il tenait une petite boutique de vêtements traditionnels irlandais venant de ses sociétés. Une manière pour lui de participer à la continuité de ce qu'il avait créé tout en étant au repos. C'est en venant acheter un lot d'habits, étant de passage dans la région, et attiré par la splendeur des articles en vitrine de sa boutique, que j'étais amené à discuter avec lui, sans savoir qu'il était mon oncle. À force de discussions et de soirées arrosées au pub local, nous sommes devenus de très grands amis, malgré la différence d'âge nous séparant. C'est à la suite d'une photo de mes parents que je lui ai montré qu'il a compris qui j'étais. Il s'est un peu fermé au départ, pensant que j'avais été envoyé par son frère pour lui soutirer de l'argent en jouant sur l'amitié. On a pas mal discuté. Et je lui ai affirmé que mes rapports avec mes parents étant assez tendus et ignorant son apparence, je ne pouvais pas être un espion. Cela a pris un peu de temps, mais il a fini par comprendre que j'étais un bon garçon, comme il m'appelait souvent. Par la suite, je suis revenu souvent à Dirkram, parfois à sa demande. Il me considérait pratiquement comme un fils, plus qu'un neveu. Aussi, quand j'ai appris son décès, à près de 91 ans, j'ai été très peiné. Surtout de la manière dont mon père m'a appris la nouvelle, de manière très déplaisante, montrant clairement sa vue sur l'héritage dont il profiterait étant son plus proche parent. Je vous laisse imaginer la déception quand il a découvert que son frère avait fait un testament à mon avantage, ne lui laissant qu'un petit euro. Juste histoire qu'il ne puisse pas contester le testament en arguant de l'illégalité d'être déshérité. L'oncle Connor connaissait parfaitement les lois en matière d'héritage et s'en était servi pour que je puisse en profiter à sa mort sans qu'aucun autre membre de la famille en bénéficie. C'est ainsi donc que j'ai hérité de cette maison et son petit commerce que j'ai repris en mémoire de mon cher oncle. Un jour que je me baladais dans la petite forêt avoisinante, j'aperçus près d'une petite grotte un papillon. Un papillon magnifique, mais qui m'intriguait. Je reconnaissais un monarque, ce qui était étrange. Comment un papillon de cette espèce s'était retrouvé en Irlande? Au début, je pensais qu'il s'était peut-être échappé de chez un particulier. Je savais qu'il existait des amoureux des papillons pratiquant des sortes d'élevage qui les revendaient à certains propriétaires de parcs privés pour assurer la bonne tenue de leur parterre de fleurs. Mais en y regardant de plus près, ce monarque était singulier. La couleur orangée, bordée de traits noirs propres à l'espèce, était bien plus sombre. Le papillon se débattait sur une toile où il s'était collé et la propriétaire de la toile se rapprochait de sa victime. Comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai agi par instinct.
prenant pitié de ce pauvre papillon à l'aspect inhabituel pour son espèce. Je me suis servi d'un bâton pour le libérer de la toile, faisant fuir l'araignée, en prenant soin de passer mon outil sous l'insecte, tout en brisant les fils de son piège délicatement, pour lui laisser le moins de toile fixée à ses pattes. Le papillon est parvenu à s'envoler, et s'est placé de longues secondes devant mon visage. C'était curieux. J'avais l'impression qu'il me regardait, me remerciait même de mon geste. Puis, je l'ai vu se faufiler dans un trou dans le sol que je n'avais pas remarqué en venant. Une sorte de petite crevasse située devant la grotte. Je me débarrassais des fragments de toile qui s'étaient collés à mes doigts quand j'assistais à un spectacle incroyable. Des centaines de monarques, comme celui que je venais de sauver d'une mort imminente, sortaient de la crevasse dans un balai de toute beauté. Ils se sont mis à volter autour de moi, certains se posant même sur mes épaules. J'étais admiratif de cette scène, n'osant pas partir. Ça peut paraître stupide, mais j'ai vraiment ressenti leur présence comme un acte de reconnaissance de leur part pour avoir sauvé l'un des leurs. Je supposais que le papillon se rendait vers la crevasse quand il s'est retrouvé pris au piège de la toile. Ce petit manège durant, j'ai pris la résolution de continuer ma balade, pensant que les papillons, lassés, finiraient par partir. Ce ne fut pas le cas, débutant le cauchemar qui suivrait. Les papillons restaient autour de moi. Ils s'étaient un peu écartés pour me laisser plus libre de mes mouvements, mais ils restaient postés derrière moi, comme une ombre volante. Je me retournais de temps à autre et ils ne me lâchaient pas d'une semelle. Je me posais la question sur la raison les poussant à me suivre, me demandant si c'était vraiment parce que j'avais sauvé l'un des leurs que je bénéficiais de cet accompagnement. Ça ne ressemblait pas à l'attitude classique d'un papillon, et je repensais au fait qu'ils étaient sortis de cette crevasse. Est-ce que c'était leur lieu de vie? Ça aussi, c'était curieux. Je savais que ces insectes trouvaient parfois refuge dans des maisons, comme des greniers, des hangars, voire des cabanes de jardin. Mais la plupart du temps, leur habitat se compose plutôt de cavités dans les arbres, le dessous de feuilles, plus rarement aux abords de grottes, sans pour autant que ça soit à l'intérieur de celles-ci. En tout cas, à ma connaissance, n'étant pas expert du mode de vie de ces insectes. Alors, imaginez que toute une colonie, tel un véritable essaim, vive dans une crevasse menant je ne savais où, c'était plus qu'inhabituel pour des papillons. J'ai fait sensation en revenant en ville, avec mon cortège de papillons me suivant en cadence. Je voyais des sourires sur les visages des enfants, montrant les papillons à leurs parents, eux-mêmes admirant le spectacle que je proposais, en se demandant probablement comment j'étais arrivé à faire en sorte qu'une telle quantité de papillons me suivent comme des toutous dressés. Je faisais mine de ne pas remarquer les visages radieux des personnes que je croisais, étant en fait plus gêné d'attirer l'attention de cette manière que de ressentir une certaine fierté de mon succès. Même en me rendant à l'intérieur de ma maison, les papillons continuaient à me coller, sans éprouver la moindre fatigue due à leur vol. Leur résistance, en ce sens, était anormale, et je me posais de plus en plus de questions sur leur comportement. Il n'y avait qu'au moment de me coucher que mes petits compagnons imprévus daignaient s'éloigner de moi, sans que je sache où ils se nichaient dans la maison. Je ne sais toujours pas d'ailleurs à ce jour, vu qu'ils volent toute la journée autour de moi, ne s'arrêtant que la nuit. D'où venaient-ils? Aucun papillon n'était capable de voler aussi longtemps sans montrer de fatigue apparente. Si la situation m'amusait un peu dans les débuts, en voyant les visages souriants toujours plus nombreux, me valant mon premier surnom de l'homme au papillon, l'évolution de cette relation changea radicalement dès lors que je comprenais un peu mieux l'éventuelle origine de ces papillons. Cela faisait une semaine que mes compagnons volants me suivaient partout et contribuaient à attirer non seulement les regards, mais également les clients dans ma boutique. Une conséquence de mon succès en tant qu'homme papillon faisant fructifier mes affaires. Bien que je continuasse ce commerce principalement en mémoire de mon oncle Connor, pas par nécessité financière, car ayant un compte en banque bien rempli grâce à l'héritage. En plus de ça, on était entré dans la semaine de la Saint-Patrick, une période faste pour les commerces, surtout en Irlande, et représentant l'abandon des croyances païennes celtiques du pays par la figure du trèfle, ayant remplacé la harpe celtique qui était l'ancien emblème de l'Irlande. J'avais même fait une ligne spéciale Saint-Patrick pour l'occasion, décoré la vitrine et le magasin en conséquence. À dire vrai, c'était un peu déstabilisant de me dire que ce commerce perdurait du fait de petits insectes volants s'étant amourachés de moi. Je ne le montrais pas, ni aux clients, ni aux habitants. Mais je devais avouer que la présence continuelle de ces papillons autour de moi était très stressante. J'ai tenté de les faire partir, de leur faire comprendre que je désirais être tranquille maintenant, que mon sauvetage d'un des leurs ne méritait pas une attention envers moi aussi pesante par des gestes vifs. Mais ça ne servait à rien. À chaque fois, ils s'écartaient effectivement, mais revenaient toujours. J'avais l'impression que, quelle que soit mon attitude, quelle que soit la méthode utilisée pour les chasser, ils restaient. Je n'en suis pas fier, surtout de la part de quelqu'un comme moi qui n'aime pas faire du mal aux bêtes de toutes sortes, insectes compris. Mais j'ai même usé de bombes d'insecticides pour les faire partir.
Non seulement ça ne leur a rien fait, à se demander en quoi ces papillons étaient faits pour résister au temps, mais ils ne m'en ont même pas voulu de tenter de les tuer, bien au contraire. C'était incompréhensible. Malheureusement, il n'en était pas de même envers les personnes qui avaient le malheur de s'en prendre à moi physiquement ou psychologiquement. Je ne saurais pas en être sûr, mais j'avais l'impression que ces papillons étaient capables de ressentir quand j'étais en danger, que j'avais de la peine à cause de quelqu'un, que je montrais de la peur par mes attitudes. Et dans ces moments-là, ils réagissaient immédiatement avec une violence extrêmement perturbante, surtout pour une espèce censée être aussi pacifique que le sont les papillons. Si on excepte le papillon cendre de Guyane, capable de provoquer des démangeaisons et des éruptions cutanées sur la peau, voire des œdèmes, par le jet de microscopiques fléchettes urticantes. Réaction due à leur désir de protéger leurs œufs des prédateurs si on s'approche trop près de leur nid, situé dans les mangroves. Mais ça reste une exception chez ce type d'insectes. Et surtout, les papillons cendres n'occasionnent pas de danger véritable pour la santé. En revanche, les monarques m'ayant choisi comme amis humains, eux, se sont révélés bien plus mortels. Ça a commencé avec un homme qui s'était mis en tête de me braquer le jour de la Saint-Patrick. Profitant de la présence des clients grimés en boutique ce jour-là, mon commerce et ma réputation due aux papillons attirent un nombre de personnes venant d'autres villes. M'inquiétant surtout pour la vie des personnes présentes, je ne cherchais pas le conflit ou même un semblant de résistance à l'homme s'étant caché le visage sous une cagoule et m'affairais à lui donner la recette du jour. Comme je vous l'ai déjà dit, ce commerce ne m'était pas nécessaire, vu la fortune que j'avais héritée de mon oncle. Néanmoins, je ne pouvais pas cacher ma peur pour ma propre vie, et ça, les papillons l'ont senti. Ils ont compris que je n'avais pas la même réaction habituelle face à d'autres humains et ont agi en conséquence. Ils se sont rués et agglutinés autour de l'homme. Celui-ci se mit vite à hurler. Comme tout le monde, je pensais d'abord que ces cris étaient à cause de la panique engendrée par la présence de ces centaines de papillons autour de lui, ce qui était compréhensible. Mais en voyant les gouttes de sang, les morceaux de chair tombant sur le sol, j'ai très vite compris que les cris étaient des cris de douleur. L'homme se recroquevilla au sol, hurlant qu'on lui enlève ses papillons de lui, qu'ils étaient en train de le dévorer vivant. Les autres clients ont profité que l'homme était en proie à la panique pour sortir de la boutique. J'ai essayé de faire fuir les papillons, mais exactement comme ils faisaient avec moi quand je tentais de les faire s'éloigner de mon corps, ils revenaient toujours vers l'homme, se positionnant sur ses bras, ses jambes, sa tête, le faisant hurler de plus belle. Bientôt, je comprenais que les allusions de l'homme sur le fait qu'il le dévorait n'étaient pas dues à une réaction urticante, comme d'abord cru, au même titre que le papillon cendre de Guyane. Il était vraiment en train de se faire dévorer, aussi impossible que ça paraissait. Je voyais ses jambes se parer de blessures de plus en plus profondes, laissant apparaître ses os, déchirant ses habits. Même chose pour ses bras dont il se servait pour protéger son visage, systématiquement attaqué, suintant de sang, sa chair à vif immédiatement ingurgitée par ces papillons monstrueux. J'étais tétanisé par ce que je voyais. Cet homme était en train de se faire manger par des papillons. Ce spectacle horrible dura près d'une heure, ne laissant que très peu de chair visible sur l'homme, pratiquement réduit à l'état d'un squelette tel qu'on en voit dans les salles de sciences humaines à l'université. Au bout d'un moment, les papillons ayant fini leur repas, je pouvais voir plus en détail le carnage dont ils étaient les responsables. Je ne peux même pas décrire à quel point ce malheureux avait été dévoré de toutes parts. Même le sang qui avait coulé sur le sol n'était plus là, sans doute léché par les papillons, s'était réuni à nouveau derrière moi. Malgré ma peur, j'ai réussi à téléphoner à la police, leur disant ce qui s'était passé. À l'autre bout du fil, l'agent me répondant m'a demandé si j'avais fumé ou bu en m'entendant dire qu'un homme venait de se faire dévorer vivant par des papillons. Il m'a raccroché au nez. Mais finalement, une patrouille est venue au magasin quelques minutes plus tard, après avoir été appelée par les premiers témoins de l'attaque, les clients qui avaient assisté à l'action des papillons avant de s'enfuir. J'ai pu observer la mine déconfite des policiers en voyant l'état du corps, mangé de toutes parts. Bien qu'incrédule que des papillons soient en cause, pensant plutôt à l'action d'un acide très corrosif jeté par moi, le légiste qui vint plus tard confirma que la mort de l'homme était due à des centaines de minuscules morsures lui ayant dévoré la chair jusqu'aux os. Les policiers devinrent blêmes devant l'évidence, m'observant en restant à distance, car voyant les papillons voler derrière moi, comme des gardiens prêts à attaquer à nouveau s'ils sentaient que leur ami, en l'occurrence moi, était encore en danger. Je ne peux utiliser le terme de maître pour définir la relation entre mes protecteurs et moi, car je n'ai aucun contrôle sur eux. Et cet homme ne fut que le premier d'une longue liste. Plusieurs autres, ainsi que des femmes et des enfants, subirent la colère de ces papillons agissant telle une bande de piranhas, ne laissant que des squelettes débarrassés de pratiquement toute chair derrière eux. Le fait que le premier crime dû aux papillons se soit déroulé le jour de la Saint-Patrick, cela a exacerbé l'imagination de religieux et fanatiques en tout genre,
y voyant là la raison de la présence des tueurs volants. Selon eux, j'avais ouvert une brèche volontairement dans le sol, usant de magie noire, appelant à moi ces papillons. C'était n'importe quoi. Je n'ai jamais ouvert un seul livre de sorcellerie, de magie ou quoi que ce soit en rapport avec l'ésotérisme. Si quelqu'un avait effectivement ouvert cette brèche, cette crevasse, je n'en étais pas responsable. Mais allez dire ça à des illuminés qui cherchent un prétexte pour me faire porter le chapeau alors que je suis aussi victime de tout ça. Mais non, toujours selon eux, si j'acceptais la présence de ces papillons autour de moi, c'était parce que j'étais complice. J'étais le déclencheur, le vecteur. Et si j'avais choisi le jour de la Saint-Patrick, date symbolisant la rupture entre l'âge païen celtique et celui mis en place par l'association de plusieurs mouvements religieux établis en Irlande, c'était pour signifier l'arrivée de la future apocalypse ou un truc du genre. Il y avait bien des scientifiques qui ont tenté de comprendre le phénomène pour déterminer d'où venaient ces papillons. Je leur ai parlé de la crevasse, près de la grotte. Mais celle-ci était tellement profonde qu'il leur a été impossible d'expliquer ce qui pouvait avoir modifié ces papillons au point d'en faire des tueurs, capables de rendre à l'état de Thados des êtres humains. L'un d'entre eux a même tenté d'user de produits toxiques et corrosifs pour tuer les papillons. Il est devenu une autre victime de ces monstres volants. Un martyr, comme je l'ai lu dans les médias. Par la suite, ne trouvant pas de solution au phénomène et craignant de se rajouter à la liste des proies des papillons, plus personne n'osait tenter quoi que ce soit envers eux, ni même de s'approcher de moi. La nouvelle des papillons tueurs se répandit rapidement à travers le pays, puis au niveau mondial, générant des réactions stupides de personnes tuant sans vergogne chaque papillon vu dans la nature, car pensant qu'eux aussi avaient les mêmes possibilités de tuer des êtres humains. Les enfants, étant les plus sensibles à ce sujet, ayant déjà, pour un grand nombre d'entre eux, ce que je pourrais qualifier de prédisposition à faire du mal aux insectes de toutes sortes, furent les plus virulents à massacrer tout papillon rencontré dans la nature. Les adultes ne furent pas en reste, et à l'heure actuelle, je sais que nombre de populations de papillons sont exterminées. Les zoos accueillant des ailes avec des papillons ont été sommés par les autorités de ville, de gouvernement, à détruire tous les papillons qu'ils avaient au sein de leur structure. Une paranoïa collective s'est mise en place, malgré les déclarations télévisées ou par journaux interposés que seuls mes papillons étaient reconnus disposer de ces capacités effrayantes à plus d'un titre. Il y a déjà des pays où plusieurs espèces sont éteintes du fait de l'homme au moment où je vous parle. Et ce n'est sans doute qu'un début, menaçant de faire chuter des écosystèmes entiers, comme je vous l'ai évoqué plus en amont de mon récit. Contrairement aux papillons qui me protègent, les autres espèces sont fragiles et peu résistantes. Les miens, je ne sais pas d'où ils viennent, sans doute des enfers. C'est l'idée principale qu'on voit dans les médias ou sur Internet, que ce soit les sites spécialisés ou les réseaux sociaux. Quant à moi, je suis devenu l'équivalent d'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, celui de la mort. Je suis le messager des enfers, celui qui s'est servi du jour de la Saint-Patrick pour lancer les hostilités. J'ai même entendu des gens autour de moi psalmodier le début du verset 8 du chapitre 6 de l'Apocalypse biblique. Et je regardais, et je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer le suivait. C'est ridicule. Je n'ai même pas de cheval, je n'ai que des papillons. Mais à eux seuls, ils remplacent n'importe quel cavalier, n'importe quelle arme, n'importe quel fléau. Mais il y a pire encore. Je pensais être le seul à être porteur de mal volant autour de moi, le seul à avoir découvert ces papillons monarques particuliers venant directement des profondeurs de la Terre. Mais à travers le monde, j'ai pu lire que d'autres crevasses du même type que celles d'où sont sortis mes papillons avaient été découvertes. Et d'autres papillons, des monarques également, en sont sortis, à une différence près. Aucun des papillons sortant de ces crevasses ne sont liés d'amitié ou n'ont choisi de protéger un autre humain que moi. Ce qui conforte ces foutus fanatiques dans le fait que je suis la réincarnation du cavalier de la mort. Et comme ma boutique propose nombre d'habits aux teintes vertes en référence à l'emblème de l'Irlande, le trèfle à 4 feuilles, forcément, ces abrutis y ont vu, eux, un symbole de la couleur verte propre au même cavalier, tel que décrit dans la Bible. Je n'ai pas cherché à répondre à ces imbéciles. Ça n'aurait fait qu'alimenter leur délire, et c'est ce qu'ils cherchent. On recense d'autres attaques dues aux autres colonies découvertes de ces papillons mortels, principalement à cause de la tentative de la population locale de les détruire, alors qu'ils n'avaient pas manifesté d'intention belliqueuse à leur sortie. Pour autant, les papillons, au contraire des miens, restent dans l'environnement autour des crevasses d'où ils sont issus. Ils ne manifestent pas d'intention de se déplacer. Les seules victimes à déplorer sont celles qui s'en prennent aux colonies directement et en paient le prix. Au vu de ce qui se passe dans le monde, avec tous ces idiots s'étant mis en tête d'annihiler les papillons du monde, bientôt ces Hell Butterflies, le nom donné à cette espèce, seront les seuls représentants sur Terre. L'excuse de la Saint-Patrick est toujours tenace, nombre de personnes étant persuadées que les crevasses se sont ouvertes à cause de la proximité des festivités de cette date.
De ce que j'ai pu constater, tant que personne ne montre d'hostilité envers moi, les papillons n'attaquent pas. J'ai envie de dire qu'ils restent pacifiques, quoi qu'on pense d'eux. Les victimes dont ils sont la cause, ça c'est dû au fait qu'ils me protègent des autres. Toute relation sociale m'est désormais impossible. Moi qui pensais trouver l'amour un jour, je sais désormais que ce n'est plus qu'un doux rêve. Je ne pense pas que les papillons me quitteront un jour. Je dois me faire à cette idée, aussi pénible soit-elle. Ils m'ont choisi. C'est un peu comme s'ils me considéraient comme un des leurs, comme un membre de leur famille. Je sais, dit de cette manière, ça fait bizarre. Mais c'est pourtant la dure réalité. Tout ça parce que ma sensibilité extrême m'a fait sauver ce qu'il ne fallait pas. Si j'avais laissé cette araignée manger ce papillon, rien de tout ça ne serait arrivé. La colonie se serait comportée comme les autres. Elle serait restée dans l'environnement proche de la crevasse sans faire d'autres dégâts. Peut-être même que personne ne se serait rendu compte de leur existence. Quelle que soit la cause de la présence de ces ouvertures vers je ne sais quel monde, vers l'enfer comme disent certains, je doute que ce soit d'origine surnaturelle. Je pense plutôt que cette espèce vit sur Terre depuis ses origines et qu'elle a toujours vécu dans ses entrailles, peut-être près du noyau terrestre, ce qui explique leur couleur sombre. Il a suffi sans doute d'une secousse sismique pour créer cette crevasse. Attirés par cette lumière inconnue pour eux, les papillons ont voulu explorer notre monde sans vouloir nuire. J'ignore quelles étaient leurs proies habituelles là où ils vivaient, et je préfère ne pas savoir en fait. Qui sait quelle autre créature vit en dessous d'eux? Des plus grosses, plus belliqueuses que ne le sont ces papillons. Il faut juste espérer qu'au contraire de mes désormais protecteurs indissociables de moi, elles ne décident pas de voir ce qui se passe à la surface, loin de leur monde, attirées par la lumière, comme des insectes envers une lampe, surtout si c'est le jour de la Saint-Patrick. Comme dit dans la vidéo, la population des monarques inquiète les entomologistes. Celle-ci baisse d'année en année, et à ce rythme, cette espèce pourrait bien disparaître totalement d'ici une vingtaine d'années, si des mesures ne sont pas prises. La faute a plusieurs facteurs. L'humain, bien sûr, du fait de l'usage de produits chimiques s'installant dans l'air et causant des ravages lors des immigrations saisonnières des colonies. La modification des écosystèmes, où les monarques ont l'habitude de se positionner pour leur étape de voyage, et la profusion d'espèces ayant été chassées de leurs habitats naturels, se retrouvant sur les territoires occupés par les monarques et détruisant des colonies entières. Le monarque n'est pas le seul menacé. À terme, c'est l'ensemble des insectes pollinisateurs qui souffrent des ravages provoqués par l'industrialisation, rasant des forêts, des champs et bouleversant des écosystèmes servant de nourriture aux papillons de tous bords. Ce qui favorise l'arrivée de prédateurs qui n'étaient pas présents auparavant sur ces lieux privilégiés par les papillons, du fait de l'action de plantes néfastes pour des animaux friands de divers lépidoptères, les batraciens notamment. Depuis bien longtemps, le monarque a un statut mystique dans divers folklores. On lui attribue le rôle de passeur, comme évoqué dans la vidéo. On dit qu'une âme ne peut se rendre dans le monde des vivants qu'accompagnée d'un ou plusieurs de ces espèces. Les croyances asiatiques sont les plus riches de récits où les monarques sont au cœur. Plusieurs mangas et animes à caractère fantastique ont très souvent exploité cette image du monarque passeur d'âme. Bleach en tête. C'est parfois d'autres papillons qui reprennent ce rôle, dans d'autres cultures, d'autres folklores. Mais dans la majorité des cas, on retrouve l'évocation du monarque comme symbole de l'être nécessaire pour passer d'un monde à l'autre. Pas forcément des défunts d'ailleurs, mais aussi des créatures d'autres mondes ayant un statut proche de la mort. On parle de dimensions parallèles, où ces papillons seraient nés avant de se retrouver par hasard dans notre dimension, s'y seraient plu et implantés naturellement, sans pour autant oublier leur rôle de messager. Car c'est aussi une des fonctions supposées des monarques, dans certaines cultures de l'Amérique du Sud, notamment au Mexique. On attribue à cette espèce un rôle annonciateur de catastrophe ou de bénédiction, suivant le jour, l'heure ou l'endroit où une nuée de ces papillons se montre. Dans certains mythes mayas ou aztèques, l'apparition d'un monarque dans la maison d'un roi était annonciateur de la fin d'un règne. Dans les faits, c'était probablement un spécimen n'ayant pu suivre la colonie émigrant dans le pays, sur le point de mourir, et s'étant égaré jusqu'à en perdre ses repères, ce qui le faisait se retrouver piégé à l'intérieur d'une maison. Rien de surnaturel là-dedans. Mais c'est ainsi que se forgent les mythes. D'autres croyances tournent autour de ce papillon magnifique par ses couleurs, y compris aux USA. Principalement en Louisiane, où le monarque est souvent représenté aux côtés des lanceurs de sorts et autres figures ésotériques dites sorcières, comme une sorte de familier courant dans cette partie de l'Amérique du Nord. On dit que celui ou celle qui voit un monarque arriver soudain près de lui signifie la mort prochaine de la personne l'ayant aperçu. Comme une forme de psychopompe, mais contrôlée par une maîtresse vaudou ou d'autres sorcelleries. Bien évidemment, la raison est la même qu'indiquée précédemment. Il s'agit juste d'un spécimen s'étant perdu, ou sur le point de mourir, dont les sens ne sont plus aussi alertes que lors du départ de son voyage. Cela montre bien la fascination qu'exerce ce papillon depuis fort longtemps et qui perdure encore aujourd'hui. Il est courant de l'associer à toutes sortes de prémonitions au travers de films horrifiques, voire plus rarement fantasy. Pas toujours pour un rôle de messager mortel, mais au contraire un rôle de protecteur, capable de prévenir des dangers encourus. Le papillon s'agitant alors plus qu'à l'accoutumée autour de celui ou celle qu'il est censé protéger.
C'est ce double rôle de protecteur et de symbole de mort, tout comme l'idée qu'il provient peut-être d'un autre monde à l'origine, parallèle ou souterrain, qui m'a donné l'idée de l'histoire que vous venez de suivre. Désormais, vous saurez à quoi vous en tenir si vous vous trouvez face à face avec un représentant de cette espèce. À vous d'adopter l'attitude qui convient si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation que le personnage principal de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.